C'est l'entre-deux-tours le plus chaud du siècle. Dans quelques jours, Jordan Bardella, le président du RN, sera peut-être le Premier ministre, une première dans l'histoire de la Ve République. Face à cette potentielle victoire du Rassemblement national, tout type d'alliance et de désistement se mettent en place pour faire barrage. Une séquence complètement folle où certains partis politiques qui se détestaient hier s'associent aujourd'hui. Bref, prenons le temps de décrypter tout ça et d'imaginer ce que devient la France si le RN arrive au gouvernement. Les journalistes de Valeurs Actuelles vous racontent tout. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+, pour ce grand récap des élections législatives. Aujourd'hui sort dans tous les kiosques notre nouveau numéro, No Pasaran, intégralement consacré à cette nouvelle alliance improbable entre Macron et Mélenchon. On va en parler avec Tuc Dual, directeur de Valeurs Actuelles. Bonjour. Bonjour Antoine. Bienvenue ici. No Pasaran, ouais. Ça me fait penser à ce rap, toi qui es fan de rap. Qu'est-ce que tu as pensé du rap No Pasaran de 9 minutes qui a défrayé la chronique? Assez pitoyable, en fait, à plein de points de vue. Déjà sur les textes, c'est vraiment assez mal écrit, un peu ringard, ultra violent. Alors, bon, qu'un roman, qu'une chanson de rap soit violente, c'est pas le sujet. Enfin, je veux dire, on va pas commencer. Enfin, on est suffisamment des ennemis de la cancel culture pour commencer à dire ce qu'il doit y avoir dans les chansons ou pas. En revanche, on peut dire que c'est outrancier, que ça tombe à côté. Voilà. Enfin, il y a quand même Marine Le Pen et Marion traités de pute en rut. Donc une sorte de double misogynie absolue. Bon, je passe sur le Jordan t'es mort aussi. Mais il y a aussi des moments complotistes sur les francs-maçons, sur le Covid, genre on va vous injecter une puce dans le sang. Donc je pense vraiment c'est le genre de truc qui fait monter le Rassemblement national alors que l'objectif, j'imagine, c'est de plutôt les attaquer. Et d'ailleurs, c'était assez marrant de voir comment les journalistes étaient assez emmerdés par le truc. Parce qu'au début, l'AFP c'est assez complaisant. Au début, l'AFP fait une dépêche en disant, voilà... titre coup de poing. Exactement, titre coup de poing, des punchlines incisives, que sais-je. Et puis après, donc là, les journaux, comme ça se passe normalement avec une dépêche AFP, ils reprennent la dépêche, ils rajoutent 3 lignes et ça donne le ton. Mais après, ils ont commencé à écouter les chansons, enfin la chanson. Et même Le Monde, j'ai lu un article du Monde hier qui était, alors dans le titre, assez neutre. Mais en fait, après, ils étaient obligés de prendre leur distance avec pas mal de points de la chanson. Est-ce que c'est comme ça que tu as choisi Alors non, on avait choisi le titre pour rendre à César ce qu'il y a à César. C'est Mickaël Fonton, notre rédacteur en chef société, qui m'avait suggéré ce titre No Pasaran il y a déjà une semaine. Parce qu'on imaginait effectivement déjà Macron et la gauche s'allier contre le RN. Et puis il se trouve qu'il y a eu la chanson entre-temps, donc c'est entre guillemets bien tombé. Mais bon, moi je suis pas trop pour faire des titres slogans à la une de VA, je préfère des titres un peu informatifs. Mais là, la situation est à la fois trop grave, trop désolante. Et donc c'est pour ça qu'on s'est clairement permis ce titre coup de poing. Et d'ailleurs, c'est pas du tout pour... nous auto-célébrer, mais sur les réseaux sociaux, ça marche bien, donc je pense qu'on a visé juste. Mais le fait politique à retenir, tu penses, de cette fin de mois de juin, début de mois de juillet, c'est l'alliance à laquelle on assiste bien entre sûr, Mélenchon et le Macron. fait politique majeur, c'est l'indignité totale de Gabriel Attal et de Emmanuel Macron qui s'allient avec l'extrême gauche française après les avoir dessoudés pendant des semaines. Ils s'allient avec l'extrême gauche dont il disait il y a quelques jours qu'ils sont immigrationnistes, qu'ils provoquent le désordre à l'Assemblée. Macron sur l'île de Saint avait même raillé l'extrême gauche en disant oui, vous vous rendez compte, après vous pourrez aller dans une mairie changer de genre. Donc même sur l'aspect wokiste un peu, il les attaquait. Sur le plan économique, c'est l'inverse de ce que promeut le macronisme. Sur le plan fiscal, j'en parle même pas. C'est vraiment d'une indignité totale. Je veux dire, de voir Gabriel Attal qui avait promu l'interdiction de la baya quand il était ministre de l'Éducation nationale, faire aujourd'hui alliance avec les pires communautaristes, les pires islamo-gauchistes, c'est absolument pathétique. Et c'est ce qui fait que selon moi, le match n'est pas forcément écrit pour dimanche pour le second tour des législatives, parce que il y a quand même énormément de gens qui, par bon sens, vont se dire attendez, mais c'est quoi cette histoire, quoi ? Ouais. C'est quoi cette histoire que moi je dis pas que le Nini m'aurait surpris de la part de Macron, d'Attal, d'Édouard Philippe, qui disent
Voilà, pas une voix pour le RN et pas une voix pour l'extrême gauche, ça m'aurait semblé à peu près logique avec leur histoire politique. Mais qu'ils en viennent à des contorsions pour expliquer que quand même un député communiste, c'est mieux que de rien dire, que quand même un député France Insoumise. Je veux dire, même Édouard Philippe qui a dit que lui, pas une voix pour la France Insoumise, mais au final, il y a un candidat de son parti qui s'est retiré. Pour Alma Dufour. Pour Alma Dufour, ouais. qui est une des pires députés France Insoumise, qui n'arrêtait pas d'agiter la cause israélo-palestinienne à l'Assemblée, qui est complètement extrémiste et outrancière. Et donc, elle va être élue notamment grâce au concours indirect peut-être, mais de Horizon. Et en fait, à Matignon, là, j'ai eu des textos hier d'un conseiller d'Attal qui était là, non, mais il faut arrêter de parler d'alliance entre Mélenchon et Attal, c'est pas vrai. Je lui ai dit, non, mais attends, mon vieux, non seulement on va continuer, non seulement on assume, mais on va continuer, on va le répéter. Je veux dire, vous êtes fourvoyés dans un truc là qui est juste absolument aberrant. Pourquoi ils font ça? Est-ce que c'est par conviction? Parce qu'ils ont vraiment peur du RN? Ou est-ce que c'est du cynisme? C'est évidemment pas par conviction. C'est de l'opportunisme. C'est du pur court-termisme électoral. Ils se disent là, pour sauver nos fesses dans les 15 prochaines minutes, si on doit s'allier avec Mélenchon, on s'allie avec Mélenchon. Mais ils se rendent pas compte que si dimanche, Bardella a pas de majorité absolue, parce qu'il y aurait eu tous ces désistements contre nature et ces renvois d'ascenseur entre du bloc central et de l'extrême gauche, eh bien c'est un boulevard et un tapis rouge pour Marine Le Pen qui va arriver en skate à l'Élysée dans 3 ans, quoi. Je veux dire, ça va être trop facile pour elle. Et surtout, ils ne se rendent pas compte que le peuple des citoyens électeurs va leur en vouloir à mort. Et pas que les électeurs du RN, hein. Tous les gens qui ont un peu de bon sens et qui pensent que la politique mérite quand même mieux que des alliances complètement improbables. Alors là, on a parlé des centrismes, je mets Édouard Philippe dans le lot, Gabriel Attal, etc., qui penchent plus vers la France Insoumise. Et un autre sujet, c'est cette partie des LR qui n'a pas rejoint Éric Ciotti, comme Xavier Bertrand, Annie Genevard, etc. Non, mais c'est pathétique, là. Ouais. Honnêtement, le spectacle de Xavier Bertrand au JT de TF1, avant-hier, je crois, expliquant qu'il faut un gouvernement, en gros, d'union nationale, dont on comprend entre les lignes que ça serait quoi? Ça serait un gouvernement où lui, il serait ministre, je sais pas, du Travail, Marine Tondelier, ministre de la Santé. Ça n'a ni queue ni tête. Et surtout avec ce problème de la représentativité de ces gens. C'est-à-dire que t'as Jean-François Copé qui vient sur les plateaux télé, le mec a fait 0,83% de la primaire de la droite en 2016. T'as Xavier Bertrand qui avait quitté les Républicains en 2018 en disant que Laurent Wauquiez était trop à droite pour finalement se représenter à la primaire face à Valérie Pécresse pour la perdre minablement. Il est arrivé en 4e position et revenir aujourd'hui expliquer ce que doivent être les Républicains. Le mec n'a aucune légitimité. Mais je veux dire, pas le début du quart de la moitié d'une légitimité. Puis je te passe sur la forme où il est là, il dit à Gilles Boulot non mais vous croyez que je suis venu déposer un CV, monsieur Boulot et tout. Tout sonne faux, tout est nul. Gérard Larcher qui est en train de se compromettre aussi, d'expliquer à ses amis dans des réunions secrètes au Sénat, secrètes mais qui fuitent, que il faut quand même peut-être envisager pour sauver le pays une alliance avec Macron, alors que Macron vient de commettre la pire erreur politique de toute sa vie. Enfin, honnêtement, les chapeaux à plumes des Républicains sont vraiment pathétiques. Et à la limite, je comprends qu'ils aient pu critiquer Éric Ciotti au moment où celui-là a rejoint le RN parce qu'ils avaient envie de se concerter, etc. Mais c'était pour, dès le lendemain, partir eux dans tous les sens. Quelle est la légitimité d'un Xavier Bertrand comparée à celle d'un François-Xavier Bellamy qui vient d'être tête de liste et qui lui explique clairement, pareil sur TF1, que évidemment dans un duel LFI RN, il vote RN. Mais limite, on vient presque à se demander, est-ce qu'il y a une base militante derrière Xavier Bertrand pour que lui s'impose de la sorte, etc. Non, mais il n'y a aucune base militante, il n'y a aucun... De toute façon, tu fais un sondage auprès des sympathisants LR, ils te disent que Xavier Bertrand, ça représente absolument rien pour eux. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un syndicat d'élus. C'est-à-dire, à une époque, on disait ça du Parti radical. C'est un parti qui avait des élus locaux, des députés, des maires, des postes dans des exécutifs régionaux. Ils arrivaient à décrocher 2-3 ministères quand il y avait des majorités de gauche. Mais il y a 300 militants dans ce parti. Ouais. C'est vraiment un truc complètement hors sol, fait pour agréger des petites ambitions ridicules d'élus et de cadres politiques. Et là, aujourd'hui, ce qui reste des Républicains, c'est ça.
Et pour autant, quand Éric Ciotti, lui, il lance son truc de son côté, il est assez seul au final. Donc, Mais il est assez seul en termes de cadre parce Ouais. que c'est la transgression absolue et que les gens osent pas le suivre. Mais il suffisait de regarder les images à Nice pour voir qu'il avait été accueilli en rockstar. Il suffisait de voir le sondage du Figaro. Est-ce que vous pensez qu'il a eu raison ou pas? Il y a eu des centaines de milliers de votants. Tout le monde, et une écrasante majorité disait que Éric Ciotti avait raison. Et puis même des sondages tout court qui expliquent que les sympathisants des Républicains sont plutôt de son côté. Alors, on va essayer de parler un peu plus du RN à propos de Bardella d'un point de vue vraiment, si on se fixe sur lui. Est-ce que toi, dans ta carrière, tu as l'impression d'avoir déjà, je sais pas, vécu l'ascension sans équivalent d'un personnage politique? Est-ce qu'on assiste à quelque chose de phénoménal, quoi? Oui, ouais, non, mais c'est Ouais. tout à fait phénoménal. Il est devenu une superstar de la politique. Et d'ailleurs, on se plaignait que peu de personnages émergent à cause de Macron, qui avait tendance à, à niveler le niveau, justement, et à faire qu'il n'y avait pas une tête qui dépasse dans la vie politique française. Et ben, au final, là, on se retrouve quand même avec des gens qui émergent, alors Bardella, mais même d'une certaine manière, Darmanin. On va voir que Darmanin, une fois qu'il aura repris sa liberté, il va redire des choses assez antagonistes avec Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Mais pour Bardella, non, ce qui est étonnant, c'est que moi, si tu veux, ça fait 3 4 ans que je me dis à chaque fois, bon, là, le gars, il est à son max, et puis ça va se tasser, on va voir qu'il est pas si fort que ça, pas si mature que ça, pas si compétent que ça. Et en fait, il progresse presque chaque jour, quoi. Et quand il y avait eu le débat, le fameux débat Ouais, qu'il avait Attal-Bardella, plutôt perdu. bah, qu'il avait plutôt perdu, mais bon, il était face à un Premier ministre en exercice et il était très très loin d'être ridicule. Les commentaires, c'était, et même moi, hein, j'ai dit à l'époque que s'il fallait désigner un vainqueur ou un perdant dans ce débat, bah, ce serait plutôt Attal le gagnant et Bardella le perdant. Mais une fois que j'ai dit ça, il avait pas du tout pas le niveau. Je veux dire, en termes de chiffres, en termes de maîtrise des sujets échos, de réponse à tout. Enfin, c'est quand même très rare d'avoir des personnages politiques où vous leur demandez alors qu'est-ce qu'il faut penser de ce qui se passe au Nicaragua et sur la CSG, vous feriez quoi et en même temps, est-ce qu'il faut indexer les pensions de retraite sur l'inflation? Et ben, je veux dire, il n'y a pas de problème. Hein. Il a une idée sur chaque chose. Après, ce que je trouve intéressant aussi chez lui, bon, pour le connaître un peu aussi, c'est quand même une forme de modestie. A priori, il est quand même pas trop sensible ni à la flatterie ni aux critiques. Il est droit dans ses bottes, droit dans sa ligne. Et moi, j'ai pas l'impression qu'il ait la grosse tête. Je le dis sincèrement, si c'était pas le cas, je le dirais avec tout autant de transparence. Mais c'est un sacré personnage quand Puis même. en fait, on a découvert aussi que c'était un sacré stratège. Parce que la manière dont il a coupé les ponts avec Reconquête en un coup de fil, c'est- Bah, il y a ça, effectivement, ils ont réussi un peu à diaboliser Reconquête pour eux paraître le plus normaux possible. Il y a aussi sa stratégie idéologique. Moi, je pense qu'évidemment, il a raison de reculer sur certains sujets économiques pour rassurer les milieux de chefs d'entreprise, mais aussi une partie de l'électorat retraité, cadre, qui a un peu peur du programme économique du RN, et de dire qu'effectivement, bah, la retraite, on verra, qu'il faut d'abord faire un audit des comptes publics. Et ça, c'est des reculades qui, à mon avis, lui sont bénéfiques. Après, il y a aussi, et je trouve qu'il y a une toute petite quand même divergence avec Marine Le Pen là-dessus, c'est que lui, voilà, il hésite rarement à faire des clins d'œil à la droite, au centre droit. Il l'a fait chez nous en interview, il l'a refait hier dans une interview au Figaro. Il assume de dire que voilà, son union nationale, c'est avec la droite qu'il va la faire et avec l'électorat de droite. Donc il a un positionnement, ouais, pour moi, très très malin. Et alors, comme dernière question, la dernière fois que tu étais venu, c'était pour parler des européennes. Tu disais que tu adorais cette élection et le bouleversement politique qui en découlait. Est-ce que Non, là, c'est presque un peu l'inverse. Enfin, c'est passionnant, mais c'est complètement chaotique. C'est-à-dire qu'on va se retrouver lundi, soit avec le RN au pouvoir et un peu précipité à Matignon, et donc ça va quand même être compliqué. On a vu qu'il y a un espèce de coup d'état administratif, pour reprendre les mots de Marine Le Pen, de certains hauts fonctionnaires, de nominations de Macron qui tombent comme par hasard à pic et qui vont un peu clairement rendre la tâche du RN de plus en plus compliquée une fois qu'ils seront au pouvoir, ou soit le scénario d'un échec du Rassemblement national à accéder à une majorité absolue. Et là, ça va être
ça va être putride, vraiment. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un pays où tu as quasiment 30% des gens qui disent non, on vote Nouveau Front Populaire, c'est-à-dire très à gauche, on a un choix très tranché, très tranchant, et 40% des gens préfèrent large, qui votent Rassemblement National ou ses alliés, et qui eux aussi font un choix très tranché et très tranchant. Et à tous ces gens-là, donc, qui représentent 70% de la population française, on va leur dire, écoutez, finalement, en fait, on va faire un gouvernement K1-KA avec Xavier Bertrand, Marine Tondelier, ce qui reste de traîtres de droite et ce qui reste d'opportunistes de gauche. Et là, en termes de crise de la représentativité, ça va être terrible. Je veux dire, on va avoir des gilets jaunes puissance 10 au bout de quelques semaines, ça va être ingouvernable. Le sujet de la démission de Macron va être hebdomadaire, c'est-à-dire que l'autorité de ce gars va être absolument impossible à recréer. Et donc, c'est pour ça quand même que tout ça me laisse un peu un goût de cendre. C'est que cette dissolution soudaine, non préparée, non pensée par Emmanuel Macron, qui n'a pas accompagné ça d'un projet de coalition sur lequel ses amis auraient pu se souder ou ses ennemis débattre, et ben là, ça va être un espèce de tour de passe-passe, mais pathétique, et qui va donner un climat social et je dirais même dans les rues françaises absolument hystérique. Hop, j'interromps quelques instants cette vidéo pour vous rappeler qu'il ne reste que 3 jours pour profiter de notre offre promo exceptionnelle spéciale élection législative. Moins 55% sur votre première année d'abonnement numérique pour découvrir en exclusivité tous nos articles premium sur le site valeuractuelle.com, mais aussi sur l'application mobile qui vient de sortir. Alors rejoignez-nous et soutenez le journal du Carrefour des droites, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à VA+. Salut Victor. Salut Antoine. Alors toi qui suis la majorité, qui suis Emmanuel Macron, son gouvernement, etc., tu as vécu de l'intérieur la sidération des députés macronistes qui ont appris la dissolution en même temps que tout le monde. Ouais. C'est quoi J'étais au QG de Renaissance au moment où tout le monde l'a appris. Et c'était quoi l'ambiance L'ambiance c'était un petit peu catastrophique, c'est-à-dire que donc j'étais au QG à la Mutualité, maison de la Mutualité. On découvre les résultats des européennes. Sans grande surprise, c'est-à-dire que là pour le coup ils s'attendaient à arriver deuxième et puis loin derrière le Rassemblement National, donc il n'y a pas une grosse surprise là-dessus. En revanche, quand Emmanuel Macron apparaît et annonce la dissolution, là au début c'est la panique. J'entends des gens qui disent oh non, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe. Après les gens embrayent et applaudissent parce qu'ils se disent c'est le président de la République, il doit sûrement avoir raison de faire ça. Je croise quelques députés ou quelques cadres de la Macronie qui commencent eux à réaliser ce qui se passe, qui se disent c'est une vraie catastrophe, là franchement le pari est assez dingue. Surtout qu'on était dans une situation où la dissolution c'était le pari qu'avait lancé Marine Le Pen quelques semaines avant. Sans trop y croire. Voilà, sans trop y croire à Emmanuel Macron, et surtout qu'il avait répondu avec un petit peu de dédain en disant oui et puis quoi encore, on va changer la constitution et tout le tout team. Donc on n'y croyait pas du tout. Là-dessus, dans la soirée, il y a quelques SMS qui sont directement envoyés à des partis le Parti Socialiste par exemple et les Républicains et le groupe Lyot, pour en gros dire il faut vite faire un arc républicain, c'est comme ça qu'on peut gagner, parce qu'ils savent que Emmanuel Macron vient de casser le rythme de l'élection européenne, vient de dire on arrête tout, on part sur une campagne express de 3 semaines avec un Rassemblement National très haut. Donc comment est-ce qu'on fait pour inverser cette tendance-là ? Et donc ils envoient des SMS un peu partout à des amis du Parti Socialiste et des Républicains de Lyot pour dire là il faut se souder, il faut faire un gros groupe. Bon, on voit que ça n'a pas marché pendant toute la campagne. Ouais, et de ce que je disais, la sidération, parce que beaucoup de députés macronistes en off, en interne, en veulent à ce coup de poker de Macron qui mène à rien pour leur parti politique. Le soir même, il y a une sidération dans le sens où ils ne sont pas retournés contre le président directement. Ils se sont dit qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'il fait, c'est peut-être un coup de génie. Alors, moi j'entendais beaucoup, c'est soit un coup de génie, soit le truc le plus con qu'on ait jamais vu. C'est-à-dire que vraiment ils étaient dans c'est soit une catastrophe, soit c'est génial. Mais ils y croyaient encore. Ils disaient si Emmanuel Macron l'a fait, c'est qu'il n'est pas fou. Puis il y a une semaine qui s'est passée. Et là, les troupes de Renaissance que j'interrogeais, et ça peut aller jusqu'à des cadres très hauts, commençaient à complètement psychiatriser le président de la République. J'avais jamais entendu ça chez Renaissance avant. On l'entendait dans les partis d'opposition, on l'entendait dans les commentaires parfois sur les plateaux télé, et encore c'était assez rare parce que c'est pas quelque chose qui se fait de psychiatriser le président de la République ou n'importe qui. Là, j'ai entendu des militants, des députés, des cadres me dire il est peut-être fou,
il est excessivement narcissique. Il s'amuse. Alors, il y a l'image qui est beaucoup sortie sur les plateaux de télé, mais qui est aussi, qui était très présente dans les troupes de Renaissance, c'était il veut tellement pas prêter son jouet qu'il a voulu le casser. Il casse le jouet plutôt que le filer au Rassemblement national. Sauf que eux réalisaient, qu'ils allaient perdre leur job très probablement, surtout les députés, qui se disaient mais attendez, on part en campagne de 3 semaines. Il faut savoir aussi qu'il n'y avait aucune aide du parti, aucune consigne, rien. C'était silence radio sur les boucles, silence radio par SMS. Donc eux se disent on part en campagne ultra rapidement, on n'a rien, et en plus, le président de la République est détesté à ce moment-là. Ils le savent tous. Donc ils se disent on part avec un boulet qui est le président de la République, avec un Rassemblement national en face qui fait des scores de dingue. On a 3 semaines pour faire une campagne. On sait qu'on va, pour une bonne partie d'entre eux, ne pas être reconduit. On sait qu'on ne va pas être réélu. Il y a une certaine rancœur vis-à-vis du président de la République qui apparaît dès ce moment-là. C'est-à-dire que les députés se disent mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Il y a même une députée très importante dont tout le monde connaît le nom, mais je ne veux pas la citer directement, qui s'est mise à pleurer devant ses équipes, devant ses collaborateurs, en disant il a voulu nous punir parce qu'il nous trouve nuls. En gros, c'était devenu très personnel. C'était vraiment il a voulu nous sanctionner. Il n'en a plus rien à faire. Il a voulu casser le jouet et nous punir avec. Et alors, qui a décidé que ce soit Gabriel Attal sur toutes les affiches plutôt que Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est le parti ou est-ce que c'est Gabriel Attal à qui on a transmis le bébé en fait ? Alors, je ne sais pas exactement qui a décidé que ce serait Gabriel Attal, mais c'était le choix le plus logique. Ce qui était sûr, c'est que le parti a décidé que ce serait sûrement pas Emmanuel Macron qu'il fallait mettre en avant. Emmanuel Macron débarque en disant moi je vais faire 3 prises de parole par semaine pendant la campagne. Là-dessus, le parti dit immédiatement oula. Non, énorme connerie, ne fais surtout pas ça. Mets-toi en retrait. C'était le même problème qu'il y avait à gauche avec Mélenchon. En gros, c'était planque-toi, les gens ne t'aiment pas, il n'y a que 3 semaines, ça va beaucoup compter sur l'image, ne te mets pas en avant. Et laisse-nous mettre Gabriel Attal. Et justement, donc Gabriel Attal s'impose à ce moment-là parce qu'il a une cote de popularité très haute, que mine de rien, les gens l'aiment bien, qu'il a été... il trouve qu'il n'a pas été un mauvais Premier ministre, et puis il a été un bon ministre de l'Éducation nationale, même si dans les 2 fonctions, il est passé très rapidement. Mais justement, ça l'a aidé, c'est-à-dire que les gens se disent, bon, on a plutôt une bonne impression de Gabriel Attal. En plus, il avait été plutôt bon face à Jordan Bardella dans le débat, pendant les européennes, je veux dire. Du coup, voilà, Gabriel Attal, on s'est dit, on va le mettre en avant, il a une bonne cote de popularité, il peut porter cette campagne express de 3 semaines. Encore une fois, 3 semaines de campagne à la sortie des européennes, il faut aussi voir à quel point les gens étaient essoufflés. Eux, ils sortaient d'une campagne européenne intense, puis là on leur dit, hop, on reprolonge de 3 semaines, et vous n'êtes même pas le favori dans la compétition. Ça, c'est un truc important qu'il faut rappeler peut-être à notre public, c'est que en fait, organiser une campagne en 3 semaines, c'est pour tous les partis, c'est super dur parce que avant de penser aux alliances, etc., il faut pouvoir imprimer exactement, ça les se joue bulletins. Concrètement, c'est matériel. C'est matériel et donc faire les bulletins, les imprimer, il fallait les envoyer à l'imprimeur. Je crois que c'était le vendredi. Il y en a même. Il y a plein de candidats parce qu'en gros, la première chose qu'il faut faire déjà, c'est trouver des candidats. Il y a pour Renaissance, c'est plutôt simple parce qu'ils ont déjà pas mal de candidats. Pour des plus petits partis, ça a été compliqué parce que il faut trouver des gens qui sont au courant des règles. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne savent pas qu'il faut remplir tel formulaire à telle heure, avant telle heure, avant tel jour, parce que sinon la candidature ne marche pas. Il y avait la question, évidemment, pour d'autres partis, il y a la question des affiches. Est-ce qu'on met Emmanuel Macron ou pas ? Est-ce qu'on met tel logo ? Est-ce qu'on met tel slogan ? Et tout ça, il faut l'avoir fait en amont de certaines alliances politiques qui prennent un temps fou. Exactement. Et sauf que là, ils avaient en gros 4 jours pour le faire. 4 jours, c'est très court. D'un point de vue matériel, c'est très court parce que l'imprimeur, une fois que c'est envoyé, c'est fini. C'est-à-dire si derrière, il y a une alliance, une désalliance, une désunion, etc., l'imprimeur, c'est trop tard, c'est déjà fait. Où est-ce que je voulais en venir ? Ah oui, et sur Gabriel Attal, tout à l'heure. Gabriel Attal a imposé aussi... ce qui a été assez surprenant, c'est qu'il se lance dans cette campagne-là, poussé par le parti, évidemment, mais qui se met même en rupture totale avec Emmanuel Macron. Je te disais, tout le monde considérait qu'il fallait qu'Emmanuel Macron soit en retrait dans cette campagne, mais ça a été plus loin. Gabriel Attal a repris la formule de Jean-Luc Mélenchon, qui disait « il faut m'élire Premier ministre ». Et en gros, il disait « Emmanuel Macron m'a nommé, mais vous ne m'avez pas choisi, maintenant c'est à vous de me choisir ». Et ce qui est très bizarre dans le discours politique, parce que c'est comme si Gabriel Attal, on parlait de cohabitation, soit avec Mélenchon, soit avec Jordan Bardella, mais Gabriel Attal aussi se mettait en position de cohabitation avec son propre président de la République en disant voilà, il m'a nommé, mais sous-entendu, il n'est pas populaire du tout, vous le détestez, mais choisissez-moi, élisez-moi maintenant, Premier ministre. Ce qui est une absurdité parce qu'on n'élit pas un Premier ministre, mais c'était le ton de la campagne générale. C'était il faut élire une personnalité et Gabriel Attal se mettait en avant sur ce plan-là. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres divergences entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal d'un point de vue stratégique ? Parce que là, ce dont on parle tous depuis 2 jours, c'est cette improbable alliance de ensemble avec le Front populaire qui
dans la perspective peut-être d'une coalition de gouvernement lundi prochain, elle vient de qui cette idée ? Est-ce qu'elle est validée par Emmanuel Macron lui-même ? Déjà, alors, oui. Déjà, il y a deux choses. Il ne faut pas confondre le Nouveau Front Populaire et le sous-groupe du Nouveau Front Populaire qui pose problème, qui est la France Insoumise. La ligne du parti, ça a souvent été le Front Populaire, ça va. La France Insoumise, ça ne va pas parce que, et là, ils ont trop rabâché d'ailleurs, ça a été une erreur stratégique à mon avis au premier tour, pour le deuxième, de mettre le fameux signe égal entre le Rassemblement National et la France Insoumise. On peut considérer que c'est juste ou pas, mais stratégiquement, le problème c'est que derrière, si vous appelez à voter France Insoumise comme c'est le cas aujourd'hui, il y a eu un revirement de stratégie là-dessus, les électeurs se disent, mais attendez, ils sont antisémites ou ils sont pas antisémites ? Ils sont comme le RN ou pas ? Parce que du coup, vous nous appelez à voter pour eux contre le RN, mais vous nous avez dit que c'était les mêmes, donc pourquoi est-ce qu'on fait ça ? La stratégie dès le départ, c'était de dire, on remonte en arrière. Le soir de la dissolution, la stratégie, c'est de dire, on va réussir à constituer un grand front républicain, du Parti Socialiste jusqu'à LR, avec plutôt des personnalités plutôt que des appareils politiques, mais l'objectif, c'est de refaire front républicain, un grand arc républicain, face au Rassemblement National. À ce moment-là, et Renaissance et Emmanuel Macron se persuadaient que le Front Populaire ne se fera pas. D'ailleurs, on n'en avait pas entendu parler du Front Populaire à ce moment-là, mais il se dit, la campagne, faut se remettre dans le contexte de la campagne européenne. Ils se sont tellement tapés dessus pendant la campagne européenne. N'a pas tenu longtemps. Ça n'a pas tenu. Ouais. Et Glucksmann et Mélenchon se sont crêpés le chignon pendant toute la campagne, avec des mots pas possibles. Donc Emmanuel Macron s'est dit, la gauche, c'est mort, elle est désunie. Donc je prends tout ce qui est arc républicain compatible, je prends un petit peu de chez les LR aussi, et on refait pour la 15e fois le nous ou Marine Le Pen. Ce qui, sur le papier, pouvait fonctionner. Sauf que le Front républicain, populaire se fait en 24 heures. Ouais. Catastrophe chez Macron. Catastrophe, il se dit mais comment c'est possible ? Et eux, mais c'est l'intelligence de la gauche politique, c'est de se dire, c'est le slogan qu'ils ont repris, c'est on s'engueulera plus tard. En gros, là ce qui compte c'est gagner, ce qui compte c'est les sièges, puis on verra nos désaccords plus tard. Les désaccords sont très profonds. Et donc là-dessus se crée la stratégie de certains éléments du Front Populaire, c'est ok. La France Insoumise, c'est mort. Et là, deuxième tour, revirement de stratégie totale. Et là, il y a deux lignes qui se créent. Gabriel Attal se réaligne avec Emmanuel Macron. Et ils sont d'accord sur cette stratégie qui est de dire, c'est tout sauf le RN. Donc la France Insoumise, maintenant, c'est OK. Alors qu'on disait, il y a 2 jours, que c'était des antisémites comme le Rassemblement National. Mais cette fois-ci, non, on peut s'allier. Ce qui compte, c'est que le RN ne passe pas. Et le dessous de la stratégie, si tu veux, Gabriel Attal a fait une visioconférence avec ses candidats. Déjà pour les féliciter, pour les encourager, parce que honnêtement c'est une bataille psychologique aussi, c'est de leur dire on vous a envoyé au casse-pipe, Macron vous a envoyé au casse-pipe, moi je suis là pour vous rassurer, pour vous aider. Et il leur explique, écoutez, le pari c'est que le nouveau Front Populaire ne peut pas gagner, ne peut pas avoir de majorité absolue. Le Rassemblement National, oui. Là aujourd'hui les chiffres sont un peu différents, mais à l'époque on parlait de 300 sièges pour le Rassemblement National, donc c'est loin devant les 289 qui sont nécessaires pour avoir la majorité absolue. Donc il dit le but c'est qu'il n'y ait pas de majorité absolue. Et moi, ce que je sais en interne, c'est que derrière l'objectif, c'était de revenir à la stratégie initiale qui était de faire l'arc républicain avec de Glucksmann à Wauquiez, en gros. Et je sais que ça fait à peu près une semaine, un peu plus. Je ne sais pas quand sortira la vidéo, mais en tous les cas, là, on est le... Jeudi. Demain, mercredi. C'est parfait. Donc ça fait une semaine que Raphaël Glucksmann est déjà en train de négocier avec le Bloc central pour retisser un arc républicain et vaincre le Front National. Le Rassemblement National, pardon. Ce qui compte dans cette élection, on a trop présidentialisé cette élection, on a trop considéré qu'à la fin il y aurait un vainqueur et puis ce serait figé, ce serait comme ça, comme s'il était élu président puis basta. Non, ce qui compte c'est qui votera les lois avec qui à la fin. Si le bloc central perd l'élection, ce qui est à peu près ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est-à-dire ils seront troisième ou deuxième, ils n'auront pas de majorité absolue, on s'en fiche. Tant qu'après l'élection, on arrive à voter des lois avec le PS, avec LR, etc. Donc ce qui compte à la fin, c'est qui arrive à s'allier avec le plus de monde possible. LFI pourra pas, le Rassemblement National, ils peuvent compter que sur eux et certains des LR, on verra, mais le bloc central a des chances de pouvoir se reconstituer derrière. Et donc, là où je voulais en venir, c'est qu'il y a 2 lignes qui se font. Un, Gabriel Attal qui dit « Le nouveau Front Populaire ne peut pas avoir la majorité absolue, donc on peut les soutenir, on s'en fiche, ils peuvent pas gagner. » Et ils se souviendront de nous derrière, et tout ce qui est Parti Socialiste, écologiste pourront s'allier avec nous derrière. Et la ligne Édouard Philippe,
qui est la ligne aussi de l'aile droite macronienne, donc ce que j'appelle la Darmanin Connection, dedans Maud Bréjon, Charles Rodwell, Aurore Berger, qui directement a dit ça, c'est non, nous on reste sur le ni France Insoumise, ni Rassemblement National, et on va pas trahir cet idéal-là, on va pas briser le signe égal existe toujours, et ce qui compte, en réalité, c'est 2027, c'est-à-dire qu'il y a une formule que j'utilise, mais qui est à mon avis très juste, c'est 2027 commence dès le 8 juillet. Et ça, ils le savent, ils se disent les électeurs ne vont pas supporter, ils vont se rappeler du fait qu'on se sera allié avec la France Insoumise. Salut Sébastien. Salut. Notre journaliste consacré au Rassemblement National. Alors, une première question. Pendant les européennes, quand Marine Le Pen, Jordan Bardella appellent Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée en cas d'une large victoire de Jordan Bardella, est-ce qu'ils y croyaient vraiment ? Absolument pas. Malgré ce qu'ils disent aujourd'hui a posteriori. Nous, on avait vu, pour Valeurs Actuelles, on avait vu Marine Le Pen une semaine avant les européennes. Et elle nous disait très clairement qu'elle n'y croyait pas parce que Emmanuel Macron n'avait aucun intérêt politique à le faire. Et même après la dissolution, on constate que Emmanuel Macron n'avait aucun intérêt politique à le faire. Il n'avait rien prévu. Il n'avait rien prévu, il l'a fait tout seul, etc. On connaît l'histoire. Et donc, non, le RN n'y croyait pas. Et pour eux, ça a été une bénédiction. Le soir du 9 juin, il y a eu un espèce de moment de gravité d'un coup dans les coulisses. C'est-à-dire qu'à 20h, enfin un petit peu avant, parce qu'on connaissait les résultats avant, le RN a compris qu'ils étaient largement en tête des européennes et qu'ils allaient envoyer quasiment 30 eurodéputés. Et quelques minutes après, ils commencent à recevoir des messages. Ouais, on entend qu'Emmanuel Macron va peut-être dissoudre. Et d'un coup, l'ambiance a pris un tournant extrêmement grave parce qu'ils ont compris qu'il y avait un moment d'histoire qui allait jouer. Et donc, non, ils ont été assez surpris. Est-ce qu'ils sont restés sereins tout le long, le lendemain, quand le Front Populaire se monte en 24 heures? Est-ce qu'il y a eu une petite vague d'inquiétude en se disant waouh, en fait, il y a une vraie vague en face qui arrive? Pas tant avec le Front Populaire parce qu'ils ont vu ça comme une suite logique de la NUPES et une manière aussi de les attaquer parce que c'est plus facile de lutter politiquement quand il y a un adversaire fort en face, surtout quand il est constitué d'éléments insoumis qui sont assez outranciers. Je pense qu'ils ont été plus surpris de la rapidité avec laquelle Emmanuel Macron, Gabriel Attal et la Macronie de manière générale a appelé finalement à un nouveau Front républicain. Ça, pour le coup, cette semaine, ça a été, je pense, beaucoup plus surprenant que la constitution d'un Front populaire. Et toi, comment quel regard tu as sur le traitement qu'on accorde au RN et dans les médias et les réactions du monde de la culture, du showbiz, les acteurs, les sportifs, etc. Il y a un retour de la diabolisation qui est assez évident, pas forcément chez les journalistes, mais non, ouais, est-ce que le RN est surpris de tous ces appels assez violents, on parle du fascisme, le bruit des bottes, etc. Ou est-ce que ça fait... Je trouve ça drôle. Moi, je trouve ça drôle parce que d'un point de vue purement médiatique, en réalité, je trouve que c'est pas si évident que ça. Ce qu'on voit cette semaine, Marine Le Pen était invitée de France Inter, la matinale, ce mardi. Elle n'a pas été reçue dans une guerre de tranchées, quoi, avec des journalistes qui l'attendent avec des piquets, etc. C'est pas vraiment ça. Je trouve que sur BFM TV, qui n'est pas pourtant un média qu'on pourrait qualifier de pro-RN ou quoi que ce soit, enfin, je trouve que la parole est assez libre et tout le monde est assez bien représenté. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il y a, d'un point de vue purement médiatique, qu'il y a une espèce de front républicain. Après, les arguments, on les connaît, tu vois, le pétinisme, c'est Hitler, etc. Enfin, ça, d'accord. Par contre, là où il y a un mouvement de fond qu'on entend un petit peu moins, mais qui est quand même, je pense, si le RN arrive au pouvoir, qui va quand même être un vrai problème, c'est les hauts fonctionnaires, c'est les syndicats de la magistrature, c'est les personnels éducatifs, qui déjà, évidemment la culture, qui appellent déjà en sous-marin à des espèces d'actes de résistance, c'est-à-dire des tribunes où des gens qui, sous le manteau, disent « Nous, si le RN arrive au pouvoir, on ne respectera pas le vote et on appellera... à manifester, on appellera dans la rue évidemment, mais aussi dans les institutions. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre à ce que vous ayez des hauts fonctionnaires à la culture, à l'éducation nationale, parfois peut-être même à l'économie, qui fassent des barrages et qui ne respectent pas les ordres des gouvernements. Est-ce que c'est la raison pour laquelle Bardella ira à Matignon uniquement si le RN a une majorité absolue, qui donc lui donne autorité d'avoir les clés du pouvoir, ou cette vague-là comme tu viens de le dire, de front en sous-marin. Donc moi je pense que ce front-là, il arrivera quoi qu'il arrive, qu'il y ait une majorité absolue ou non. Je pense qu'il arrivera parce que ça dépasse les questions politiques. C'est des gens qui considèrent par principe qu'ils ne veulent pas être dirigés par le Rassemblement national, que ce soit à 250 députés ou à 350. La question de la majorité absolue, si on reprend un peu les éléments,
la thèse première de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, c'est-à-dire si on n'a pas de majorité absolue, donc 289, on ne pourra pas appliquer le programme du Rassemblement national en étant absolument libre. On a vu ce que ça a donné depuis 2 ans, la majorité relative à l'Assemblée nationale. C'est compliqué, il faut batailler, il faut trouver des alliés. Et dans le cas du Rassemblement national, des alliés, ils ne vont pas en trouver énormément, à part peut-être à droite. Donc il y a cette question de si on ne peut pas appliquer notre programme, si on est en constante menace d'une motion de censure, si à chaque fois qu'on doit adopter un projet sur le budget, sur les questions migratoires, on doit batailler, on doit faire face à un espèce de front commun qui irait de la France insoumise à l'aile gauche d'LR, ils disent que ça vaut pas le coup parce que le RN sait qu'il va être attendu par ses électeurs, évidemment. C'est-à-dire que si le RN a 1, 2 ans, 3 ans pour mettre en place son programme et qu'il se plante, en 2027, ça se répercutera dans les votes RN. Et les alliés du RN dont tu parles, ça représente quoi en gros en termes de sièges? Ça peut aller de combien C'est difficile à dire, mais ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que avant, la position première du RN, c'était 289 en gros, ou rien. Aujourd'hui, on comprend que si le RN arrive avec 270, 275 députés, et qui donc il en manque une petite quinzaine, c'est compliqué à imaginer un scénario où le RN refuse le pouvoir à 270 ou 275 députés. Déjà parce que je ne suis pas sûr que leurs électeurs comprendraient une telle décision. C'est-à-dire, on pourrait leur dire, attendez, on s'est mobilisé pour vous, on envoie un contingent historique de députés RN et vous refusez le pouvoir. Donc je pense qu'ils tenteraient de trouver des alliés. La question c'est, finalement, il resterait combien d'LR ? 30, 35, 40, grand maximum d'LR. Sur ces 30, 40, ce sont des LR qui ont donc déjà refusé une première fois de rejoindre Éric Ciotti et cette première vague de départ vers le RN. Donc déjà par principe, c'est pas dans leur majorité des députés LR qui sont pro-RN ou qui seraient susceptibles de facilement travailler avec le RN. Il y en aurait évidemment. Moi au RN, on entend un nombre de peut-être 5-10 députés LR potentiellement réélus dimanche, qui pourraient travailler sur certains textes avec le RN. Donc leurs alliés sont là. On a bien compris que le RN n'allait pas pouvoir compter sur des députés Renaissance ou des députés socialistes pour faire un gouvernement. Et alors, dans le cas d'une majorité absolue, la question que beaucoup de gens se posent, c'est quel gouvernement derrière Bardella ? Est-ce que le RN réfléchit un gouvernement 100% RN, ou alors quelque chose d'un peu plus hétérogène, avec des gens issus de la société civile ? De ce qu'on sait, c'est que le gouvernement dans la tête de Jordan Bardella et Marine Le Pen, il est à peu près constitué. Ça ne veut pas dire que chaque personne à chaque poste a donné son accord, mais ils ont des idées, en gros, sur chaque grand ministère de 2-3 noms susceptibles. Ce qu'on comprend aussi, c'est que le RN n'a aucun intérêt à constituer un gouvernement 100% interne avec des gens issus de chez eux, parce qu'ils vont devoir aussi montrer patte blanche, entre guillemets, dans une question d'ouverture, ils vont devoir s'ouvrir déjà à l'aile droite d'Éric Ciotti, qui a déjà fait le premier pas en rejoignant le RN. Donc il va falloir évidemment accorder certains postes à cette mouvance-là. Et puis, en cas de majorité relative, mais un gouvernement RN, il faudra tendre la main à des députés de droite. Et de ce qu'on comprend aussi, c'est que Marine Le Pen et Jordan Bardella se disent pourquoi pas se tourner vers des profils extérieurs, c'est-à-dire même pas des profils politiques, des profils de la société civile, des experts techniques sur certains sujets, qui donneraient une légitimité à leur ministère. C'est-à-dire que si vous prenez, je sais pas, un policier à l'intérieur, par principe, il aura de fait, normalement, le soutien de la police, et il n'aura pas, en revanche, toutes les casseroles du RN. Parce que si vous voulez, si vous prenez par exemple le ministère des Affaires étrangères, on comprend bien que si le RN nomme un profil interne, il aura dans la minute qui suit tous les procès en potinolâtre, en pro-russe, en Frexit, etc., etc. Donc c'est aussi une carte à jouer de prendre un profil de l'extérieur sensiblement proche du RN, mais qui n'aurait pas à gérer tous ces procès en disant moi je ne suis pas du Rassemblement national. Donc, Est-ce que, par exemple, on peut imaginer Marion Maréchal à l'Éducation nationale, Éric Ciotti à l'intérieur ? Dans quelle mesure est-ce que Marine Le Pen et Jordan Bardella sont prêts à faire une passe décisive ? Marion Maréchal, ça me paraît compromis, déjà parce que Marion Maréchal n'a pas fait acte de candidature à quoi que ce soit, et puis elle n'a pas un apport électoral qui est celui d'Éric Ciotti. Éric Ciotti a une légitimité à demander, entre guillemets, un poste, parce qu'il a apporté, c'est lui qui a dynamité totalement la droite, il a apporté des élus, donc il a, si vous voulez, il a une revendication qui est légitime. Donc Marion Maréchal, j'ai du mal à y croire. Éric Ciotti, la question c'est, d'accord, on le place dans un gouvernement, mais on le met où ?
Certains, naturellement, pourraient se dire bon, bah, on lui donne le ministère de l'Intérieur parce que c'est une de ses prérogatives depuis longtemps. C'est un des thèmes qu'il a porté. C'est un des thèmes la sécurité qu'il a été élu président des Républicains. La question, et ce qu'on entend du côté du Rassemblement national, c'est que c'est quand même compliqué de donner un poste aussi stratégique à quelqu'un de l'extérieur et de l'extérieur d'un autre parti politique. Donc ça paraît compromis. Après, on peut très bien l'imaginer à un poste régalien important, un petit peu moins exposé que l'intérieur, qui va être en plus exposé avec les Jeux Olympiques. On peut l'imaginer à la justice, on peut l'imaginer à la défense. On peut l'imaginer peut-être dans un ministère plus économique. Peut-être pas le ministère de l'économie en tant que tel, mais le ministère du budget qui va être un ministère extrêmement exposé à l'automne avec le prochain budget qui s'annonce explosif. Donc voilà, il y a des pistes. Éric Ciotti, aujourd'hui, si on me demande s'il sera dans un gouvernement RN, la réponse est oui. L'intérieur, ça m'étonnerait. Et alors, comme dernière question à propos de Bardella, donc là tu disais que le RN était capable d'ouvrir peut-être le gouvernement à des personnalités de l'extérieur, etc. Est-ce que c'est là précisément la grande plus-value de Bardella au Rassemblement national, c'est que c'est lui qui attire des personnalités, des CSP+, ou que sais-je, d'autres classes socio-professionnelles. Comment est-ce que lui, il fait pour attirer ou pour étendre le socle du RN depuis plusieurs mois, voire quelques années ? Il a trois forces. Déjà, il a le profil, la jeunesse, on va dire, la carte jeunesse qui joue, une communication qui est extrêmement rodée. C'est un homme qui ne laisse absolument rien au hasard. Hein. C'est-à-dire que même un TikTok qui peut paraître un petit peu anodin, un peu caché, filmé en discretos, c'est quelque chose qui est pensé en termes stratégiques. D'ailleurs, c'est pas le seul. Hein. Aujourd'hui, c'est une arme de communication assez classique. Donc, il a ça, c'est-à-dire que voilà, il plaît aux jeunes, c'est-à-dire que nous on l'entend dans des déplacements, dans des meetings, c'est assez hallucinant même d'entendre le nombre de jeunes qui se battent pour avoir leur selfie, qui se battent pour avoir leur selfie et qui ont découvert le Rassemblement national sous des nouvelles couleurs par le prisme des réseaux sociaux et de Jordan Bardella et de TikTok, et ça c'est assez hallucinant, c'est vrai, et c'est quelque chose que je pense que beaucoup de gens sous-estimaient. Sa deuxième carte, c'est le fait que, et ça joue, c'est qu'il n'a pas le nom Le Pen, et c'est, quoi qu'on en dise, un repoussoir pour une certaine catégorie, notamment chez les classes un petit peu plus aisées, la droite classique, libérale, un petit peu conservatrice. Personnes âgées. Un peu aussi les retraités, évidemment. Chez cet électorat-là, il y a toujours eu un blocage presque moral, une digue qui n'a jamais sauté par rapport au fait qu'ils ne peuvent pas voter pour un Le Pen, ou une Le Pen en l'occurrence. Et ils se disent, bon, bah, Jordan Bardella est un petit peu différent. Ils ont l'impression qu'il est un petit peu plus libéral, qu'il est peut-être un peu plus conservateur, ce qui sont des sentiments qui, d'ailleurs, sont assez contradictoires, puisque rien n'indique dans le programme de Jordan Bardella, qui est celui de Marine Le Pen, qu'il serait plus libéral que Marine Le Pen ou plus conservateur que Marine Le Pen. Mais il transmet cette énergie-là, pour une raison qu'on a encore du mal à qualifier. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que c'est un homme plus jeune ? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas le nom Le Pen ? Est-ce que c'est parce qu'il a un parcours aussi de vie qui est quand même assez différent ? C'est-à-dire que c'est un banlieusard, hein, essentiellement. Il a grandi en région parisienne, il a les codes de cette génération-là. Donc voilà, c'est tout un tas de petits points qui fait qu'à cumuler, oui, il apporte quelque chose de Mais dans différent. le discours, il a aussi réussi à... Ce que disait Tugdual tout à l'heure, en fait, il a réussi à un peu draguer le centre-droit... par quelques mesures économiques, politiques, Oui, parce que là, on sent bien que dans l'entre-deux tours, le RN fait preuve d'un grand pragmatisme. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas espérer draguer un électorat de centre-droit en reprenant tel quel les mesures du RN de 2022. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a un électorat de droite pour qui la suppression de l'impôt sur le revenu des jeunes jusqu'à moins de 30 ans, ce n'est pas envisageable pour eux de voter pour cela. Donc évidemment qu'il y a des concessions qui sont faites pour draguer cet électorat de droite modérée, mais aussi par rapport à la réalité budgétaire qui fait qu'on ne peut pas arriver au pouvoir avec une situation pareille et cramer la caisse, entre guillemets. Mais non, mais encore une fois, ce qui est vraiment intéressant et qu'on a encore du mal à quantifier, c'est pourquoi il plaît à cet électorat-là. Parce que les concessions dont on a parlé, dont Tugdual parlait sur ces mesures, c'est des concessions que porte aussi Marine Le Pen. Donc c'est pas une question programmatique, c'est une question de personnalité. Vraiment, c'est assez troublant d'ailleurs. Et alors la dernière question à 10 millions d'euros, c'est est-ce que donc c'est quoi, c'est le 7 juillet ? Oui, c'est ça. Dimanche soir, dimanche 7 juillet, le RN aura sa majorité absolue. Alors il y a deux réponses. La réponse en interne, c'est que le RN est convaincu qu'ils l'auront. Et c'est pas une posture simplement médiatique, hein. C'est-à-dire que même en privé, ils sont convaincus qu'ils l'auront parce qu'ils partent du principe que malgré les nombreux désistements
et ce front républicain qui est en train de se former, ils sont convaincus que non seulement il ne va pas fonctionner et que les gens ne respecteront pas ces consignes de vote, mais ils sont en train de se convaincre qu'il va être contre-productif. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont se dire « Non mais attendez, là on est en train de se foutre de moi ». C'est-à-dire qu'on a, aux européennes et au premier tour législatif, on a voté en majorité pour un programme plus dur sur l'immigration, plus dur sur la sécurité, un retour des programmes de pouvoir, de mesures sur le pouvoir d'achat, et on va nous imposer un ministre de gauche. Finalement, c'est ça, et ils comptent là-dessus d'avoir une espèce de rejet de ce front républicain. Moi, mon avis personnel, c'est que il y a une semaine, j'étais assez convaincu qu'ils auraient une majorité absolue. De fait, autant de désistements, on parle de, je crois, plus de 200 désistements. Ça change des choses. Le RN ne part pas dans la même posture de favori dans des triangulaires que dans des duels. Donc non, ça change des choses. Maintenant, je pense que si le lundi 8 juillet, on se réveille avec 290 députés, je ne serais pas étonné. Mais aujourd'hui, ça s'annonce plus compliqué, ça c'est sûr.